Bonjour tout le monde, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance. Je vous ai déjà parlé en long, en large, en travers sur d'autres vidéos sur YouTube de la mode féminine sous l'Empire et maintenant c'est au tour des messieurs. Je vais parler en termes de mode masculine Empire, je vais prendre l'Empire au sens très très large, c'est-à-dire qu'en fait l'Empire a duré donc de 1804 à 1815, mais moi je vais faire un gros retour en arrière pour voir un petit peu toutes les évolutions de la mode qui vont permettre d'aboutir à cette mode Empire masculine et on parlera aussi pas mal de la restauration parce que vous allez voir qu'en fait cette mode empire, elle va avoir pas mal de d'évolutions, en fait, qui vont perdurer à travers tout le 19e siècle. Comme cette présentation était beaucoup trop longue, j'ai décidé de la cisailler en 4 parties, donc évolution des formes, les vêtements, autour du vêtement et les accessoires. Tout ce qui est autour du vêtement, coiffure, maquillage, bijoux, j'en ai déjà parlé au cours d'une vidéo précédente, donc celle que j'ai postée juste avant celle-ci, donc vous pouvez la retrouver directement sur YouTube. Ici, dans cette vidéo-ci, on va parler de tout ce qui est évolution des formes et c'est pour ça qu'on va vraiment revenir pas mal de temps en arrière et vous allez voir justement comment les différentes pièces de l'habillement masculin vont évoluer pour obtenir la mode dite empire. Petit préambule avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que déjà, je ne parlerai absolument pas d'uniforme. Si vous voulez entendre parler d'uniforme, il faudra que vous vous intéressiez à l'uniformologie, mais ce n'est pas l'histoire de la mode, ça a des liens, en fait, les deux disciplines ont des liens, mais par contre, ça ne fait pas partie de l'histoire de la mode. Et moi, mon domaine d'expertise et de compétence, il est vraiment sur l'histoire de la mode et pas du tout sur les uniformes. Je n'y connais rien, donc ça ne sert à rien de me poser ce genre de questions. Ensuite, par contre, je parlerai beaucoup de l'Angleterre parce que ces 2 pays, la France et l'Angleterre, se détestent, mais malgré tout, l'un va toujours aller piocher dans la mode de l'autre. Donc c'est quand même très compliqué de parler, histoire de la mode, française si jamais on ne parle pas régulièrement de l'Angleterre, parce que vraiment les 2 pays, influencent énormément la mode, à cette époque-là. Je vais aussi faire pas mal de généralités. Pour tout ce que je vais vous dire, vous trouverez toujours des contre-exemples. Déjà parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas la mode à toutes les époques. Et ensuite parce qu'il peut y avoir des tailleurs qui ont des habitudes, qui vont justement faire des choses un petit peu à leur sauce. Et donc ce qui fait qu'en réalité, ils vont pas du tout être dans les généralités. Donc c'est pour ça, gardez en mémoire que ce que je dis est absolument pas gravé dans le marbre. Déjà parce que aussi je ne connais pas tout. Mais en plus, derrière, il y a toujours des cas particuliers. Plus vous allez chercher, plus vous allez en trouver de toute façon. Il faut aussi savoir que je vais surtout parler des gens privilégiés, des gens de la cour et surtout des bourgeois. Parce qu'en fait, seuls les bourgeois ont le luxe, le privilège justement d'aller suivre la mode. Il faut savoir, il ne faut pas oublier, la mode varie assez régulièrement avec quand même des très belles matières. Donc il faut quand même avoir un petit peu d'argent pour pouvoir se payer ces différentes modes et surtout les suivre parce qu'elles peuvent changer assez rapidement. N'oubliez pas non plus que la mode est toujours un marqueur social, que c'est un sujet politique. On ne s'habille pas de la même façon, enfin ça permet vraiment de rester entre soi, d'être habillé de la même façon que, la personne que vous allez croiser ou pas. Donc c'est pour ça, gardez aussi en mémoire que le sujet est extrêmement politique. Je vais principalement utiliser des sources primaires parce que moi, c'est vraiment ce que j'étudie. J'ai tendance à essayer de ne pas, en fait, trop lire, ce qui peut avoir été écrit récemment. Je pars toujours des sources primaires que j'essaye de mieux comprendre. Donc c'est pour ça va y avoir beaucoup de sources d'époque que j'aurais pu étudier, soit de visu dans des musées ou bien sinon, via internet parce qu'heureusement on trouve beaucoup de choses sur, par exemple Pinterest. J'ai beaucoup étudié aussi tout ce qui est journaux de mode de cette époque-là. J'ai à peu près lu tout ce que je pouvais trouver en ligne, et donc il y a pas mal d'informations qui circulent, mais encore faut-il savoir les traduire parce que les termes de l'époque ne sont absolument pas n'ont pas les mêmes, traductions, n'ont pas la même sémantique en fait, de ce qui peut être compris aujourd'hui. Il va aussi y avoir des fois des témoignages de personnes qui ont vécu à l'époque, des tableaux, ce genre de choses, même si les tableaux, il faut toujours faire attention parce qu'il y a toujours la licence artistique, tout comme d'ailleurs dans les journaux de mode. Et puis il faut savoir que les photos que je vais vous présenter, ce sont pas mal des costumes qui sont conservés dans des musées. Il peut y avoir des costumes de films quand ils sont réussis, mais ce qui est généralement relativement rare. Je ne vais pas toujours mettre des images de costumes français, mais globalement des images de costumes qui auraient pu être français ou sinon je le préciserai. Et puis bien entendu, il va y avoir beaucoup de gravures qui sont issues du site de Gallica, donc de la BNF, que vous pouvez justement aller consulter en ligne et qui, sont vraiment une source, vraiment parfaite en fait pour, trouver plein d'informations, à condition d'y passer des journées, voire des semaines, voire des mois à les étudier.
Faut aussi savoir que tout le monde ne s'habille pas de la même façon à l'époque. C'est pas juste une histoire de statut social, mais aussi de ce qu'on a envie de transmettre, de paraître en fait au sein de la société. Et donc tout le monde ne s'habille pas de la même façon. J'ai fait un petit comparatif rapide entre la France et l'Angleterre, parce qu'il y a des termes en fait qui revenaient assez régulièrement, que j'ai trouvé assez sympathiques à vous partager. Il faut savoir déjà que globalement en France ou en Angleterre, on parle beaucoup des élégants. Alors, les noms peuvent changer en fonction des années, mais globalement, retenez en tête qu'il peut y avoir des personnes qu'on va aller, qualifier d'élégants. Donc ce sont vraiment des personnes qui essayent d'être toujours à la pointe de la mode. Ensuite, vous allez avoir les petits maîtres qui vont être plutôt donc très, très élégants, mais peut-être un petit peu trop «apprêtés» entre guillemets et surtout, avec des couleurs assez vives, des formes qui vraiment ils vont essayer de sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est vraiment «l'élégant plus» entre guillemets, mais avec pas mal de minauderies et de ce genre de choses. Donc ça, c'est un terme qu'on retrouve assez souvent. Donc je vous ai mis en face, en fait, l'équivalent anglais de que j'ai pu trouver. Vous allez avoir ensuite tout ce qui est merveilleux, donc il faut savoir que Les Incroyables et les Merveilleuses, donc on va en parler pas mal en fait sous le directoire un petit peu plus tard, mais le terme continue à rester et on parle souvent de merveilleux qui vont être en fait en Angleterre souvent traduits par le terme dandy. Donc c'est là encore, en fait c'est, l'élégant plus, 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 donc il part pas dans des choses, complètement incroyables, des couleurs incroyables, des coupes incroyables comme peuvent avoir les petits maîtres, mais par contre, ce sont des gens vraiment qui sont extrêmement distingués. Ensuite, il va y avoir les personnes du suprême bon ton. Alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Vous imaginez, c'est le dandy, XXL, donc voilà, c'est justement assez compliqué à distinguer. Et ensuite, l'Angleterre va aller aussi, parler de l'extrême inverse de toutes ces personnes-là, qui vont être les ruffians. Donc en fait, en France, on n'en parle pas du tout, mais en fait, ce sont, les personnes justement qui n'ont, pas vraiment de moralité, et qui vont justement, s'habiller de manière un petit peu, déguenillée, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en France, on n'en parle pas du tout. N'oubliez pas, la mode, c'est vraiment et les journaux de mode, en l'occurrence, sont vraiment des outils de propagande. Donc en fait, en France, officiellement, ça n'existe pas. Alors qu'en fait, en Angleterre, c'est quand même potentiellement un courant de mode, et des façons de s'habiller, en fait, qui vont être reconnues et dont on vont parler les journaux de mode, justement, en Angleterre. Bien entendu, on ne s'habille pas non plus de la même façon selon si on est jeune ou âgé. Alors, j'en ai pas mal parlé sur les vidéos précédentes, mais en réalité, n'oubliez pas que, le Premier Empire est une mode très, très agiste. C'est-à-dire qu'en fait, si on écoute les journaux de mode, les personnes passées 30 ans, elles n'existent plus. Ce sont des vieilles branches, en quelque sorte, et on n'a Dieu que pour les petits jeunes. En fait, la jeunesse, c'est elle, vraiment le sang neuf qui va, justement être le futur de la France. Donc, c'est pour ça, si on étudie et on réfléchit uniquement en termes de sources de journaux de mode, on a tendance à croire que la mode n'est que pour les jeunes et absolument plus quand on a un certain âge. Donc ça, c'est la théorie. On va aussi s'habiller différemment selon l'endroit où on vit. Bien entendu, un Parisien ne va pas s'habiller de la même façon que, quelqu'un qui vit dans le sud ou bien dans l'est. Il faut pas oublier que la mode aussi, localement, peut varier, donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et puis, bien entendu, tout ce qui est avis politique, là, il faut garder en mémoire que selon si on est royaliste ou au contraire, un vrai soutien de l'empereur et cetera, en fait, on va vraiment, là encore, pas s'habiller de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, si on est plutôt royaliste, donc où on tient plutôt avec la noblesse, et bien, dans ce cas, on va plutôt s'habiller un petit peu comme au XVIIIe siècle, donc de manière assez démodée. Alors que par contre, si on tient plutôt, justement, contre, la noblesse et contre l'aristocratie du XVIIIe, on va s'habiller justement d'une façon qui est complètement, moderne pour l'époque. Donc là encore, par rapport à tout ce que je vais vous dire, gardez cet aspect en tête parce que si jamais vous devez reconstituer un personnage précis, bien n'oubliez pas ce genre de petits détails, c'est pas parce que, le personnage est Premier Empire qu'il doit être habillé de telle et telle façon. Il y a vraiment pas mal de critères qu'il faut vraiment, avoir en tête, auxquels il faut réfléchir avant de pouvoir se dire: «Comment aurait pu être habillé ce personnage-là à l'époque?» La mode masculine a beaucoup évolué entre le début du 18e et le début du 19e. Malgré tout, on retrouve les mêmes pièces. C'est simplement la forme de ces pièces qui va avoir changé au fil du temps et c'est ce que je vais vous montrer justement sur les images qui vont suivre.
Nous allons donc faire un petit retour arrière, au niveau de la mode et on va partir juste avant la Révolution sur la fin de l'Ancien Régime. Donc là, vous avez 2 gravures de mode de la fin des années 1780. Ce qui va directement taper à l'œil, comme vous pouvez voir, c'est qu'en fait, on a des couleurs relativement flashy avec beaucoup de motifs très contrastants. Vous voyez qu'à droite, on a carrément des rayures, donc ça, c'est vraiment une règle de l'époque. C'est-à-dire que la mode est vraiment aux couleurs, très vives et très chatoyantes. Donc on n'est pas du tout sur des modes justement comme pendant l'Empire, un petit peu plus tard, assez, sobres, donc avec des couleurs, très brunes, très bleues. Là, on est au contraire sur des couleurs très, très vives. Il n'y a pas du tout de genre, en fait, aux couleurs. C'est-à-dire que vous pouvez être habillé en rose, comme ici à droite, et être très, très masculin. Il y a vraiment pas cette connotation du rose pour, les filles et du bleu, par exemple, pour les garçons. Ça, c'est pas du tout le cas à l'époque. Vous avez, par contre des pièces sur ces différents costumes qui sont immuables et que je vais vous présenter en détail parce que vous allez voir que c'est elles, ces pièces-là qu'on va retrouver un peu plus tard. Déjà, vous avez des souliers. Ici, en plus, vous voyez que les talons sont peints en rouge et avec des grosses boucles de souliers, donc ça correspond vraiment à la mode de l'époque. Ensuite, vous allez avoir des bas, donc soit unis comme à gauche ou avec des motifs ou des «textures» entre guillemets comme à droite. Vous voyez qu'en fait, ça forme des espèces d'écailles de poisson, donc vous pouvez aller complètement sur des motifs fantaisie à cette époque-là. C'est quelque chose qui est totalement admis. Ensuite, vous allez avoir la culotte. Alors la culotte ici, vous voyez qu'elle est de couleur contrastante par rapport au reste des vêtements, mais c'est pas le cas toujours. Il peut y avoir des messieurs qui préfèrent avoir, un ensemble complètement coordonné. Mais par contre, c'est vrai que, voilà, si vous vouliez suivre la mode de cette année-là, par exemple, c'était mieux que la culotte soit contrastante. Mais là encore, c'est une règle qui est pas, vraie à 100, loin de là. Vous allez ensuite avoir tout ce qui est gilet. Donc là, vous voyez que le gilet, donc c'est la partie qui vient enserrer le buste du monsieur. Donc par rapport à la taille, il a des basques en fait, il va s'ouvrir en fait sur le devant au niveau de la taille et puis après il va y avoir des petites basques de chaque côté et ça c'est très, très important à garder en mémoire parce que vous allez voir que c'est ça qui va vraiment beaucoup, beaucoup évoluer. Ensuite, vous avez un habit. Donc sous Louis XVI, l'habit est avec un col. Donc, comme vous pouvez le voir, qui est très inspiré des cols anglais, parce qu'en fait, en Angleterre, ils le portaient, cet habit à col déjà depuis pas mal de temps. Il est très inspiré aussi de l'habit de chasse, du coup, parce qu'on le trouve déjà depuis plusieurs décennies dans l'habillement, français. Mais par contre, c'est vrai que sur, l'habit de tous les jours, avant, quelques décennies plus tôt, sous Louis XV, il n'y avait pas souvent des cols et effectivement, sous Louis XVI, le col est de plus en plus présent et va avoir tendance à monter de plus en plus et ça aussi, il faut le garder en mémoire parce que ça nous sera utile comme information plus tard. Cette culotte, plus gilet, plus habit, ça forme le vêtement 3 pièces et c'est lui qui va évoluer au cours du temps et qu'on va retrouver tout au long du 19e siècle, pendant l'Empire, mais pas que, aussi sous le Second Empire, sous la Belle Époque. On va même le retrouver pendant les années 20 et c'est ce que peut-être, si vous êtes un homme et que vous allez à des mariages en étant bien habillé, ce que vous portez encore aujourd'hui. C'est simplement une forme très, très, très évoluée de ce vêtement. Vous allez avoir aussi bien entendu tout ce qui est chapeau, parce que c'est important, un homme ne sort jamais de chez lui sans chapeau, il doit avoir la tête couverte. Alors, quand vous avez une perruque très très volumineuse comme à gauche, le chapeau ne passe pas, donc en fait on le tient sous le bras ou on le tient à la main. Et par contre, quand la perruque est coiffée pour accueillir un chapeau comme à droite, dans ce cas, vous pouvez le mettre sur la tête, mais vous évitez de trop le retirer pour ne pas vous décoiffer. Même si ça peut paraître parfois un peu mal élevé. Donc c'est pour ça que le chapeau de tout temps et c'est assez amusant parce que ça reste vrai pendant le Premier Empire, c'est toujours en fait une contrainte que les messieurs sont obligés d'avoir, avec eux et avec lesquels en fait ils voilà, ils essayent de ne pas être trop impolis donc mais pas de pas trop se décoiffer et cetera. Donc le chapeau a priori a été vraiment un sujet d'inquiétude, à travers les âges de tous les cas. Ensuite, vous allez avoir donc bien entendu la perruque dont je vous ai parlé. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une queue donc, à l'arrière donc, qui, est enserrée généralement dans un sac. Vous allez avoir des marteaux sur le côté et puis souvent des boucles, un peu plus haut donc pour correspondre aussi à la mode féminine qui est justement sur des coiffures très, très bouclées. Donc voilà, donc c'est ça, ça montre vraiment la mode de l'époque. Ah oui, bien entendu, vous avez tout ce qui est chemise et cravate. Donc vous voyez qu'en fait, le jabot tel qu'on l'entend, en réalité, c'est plutôt une cravate, on va parler de cravate à l'époque.
D'autres gravures avant la Révolution, donc vous voyez toujours des rayures, toujours des choses assez chargées avec des couleurs très, très vives. Ce qu'on peut aussi remarquer sur ces 2 gravures-là, c'est que le gilet, la forme du gilet, n'est plus la même forcément. Vous avez plusieurs formes qui coexistent et en fait, la forme de gauche va petit à petit disparaître au profit de la forme de droite, donc avec, plus du tout de basque sur le devant, donc un gilet en fait, qui se termine de manière assez droite. Donc voilà, ce qu'il faut retenir et puis aussi, vous voyez, le col a tendance à monter, comme je vous disais tout à l'heure, de plus en plus haut. Et puis arrive la Révolution française avec, vraiment une scission en termes de mode. On va avoir des personnes qui vont continuer à porter la mode, un peu aristocratique comme à gauche, donc avec, des culottes et les sans culottes comme au centre droit, en fait, de l'image, on peut les voir, donc qui, en fait, en réalité, portent des pantalons, on a une espèce de mode comme ça un peu aristocrate qui va s'opposer à une mode beaucoup plus populaire et beaucoup plus bourgeoise, on va dire. Et ça encore, c'est quelque chose qui va persister sous le Premier Empire. On est ici vers, 1790 avec, des habits qui sont là encore, aux couleurs de la Révolution, donc on reconnaît le bleu, blanc, rouge, français. Donc on a vraiment un habit qui est militant, là en l'occurrence, donc c'est quelque chose qui a dû être porté à la fête de la Fédération, en l'occurrence, sans doute, au mois de juillet 1790. On retrouve donc sur cet habit, toutes les formes de l'habit que je vous ai évoquées un peu plus tôt dans la présentation, très cintré, donc avec les basques. Par contre, on commence à voir en fait des façons de fermer et d'ouvrir les habits qui sont très inspirées, comme vous pouvez voir à gauche, en fait, de l'habit un peu plus militaire, donc avec, comme ça, ces revers. Et puis, vous voyez, sur l'image de droite que le col continue à grimper, à être de plus en plus haut. Ici, vous avez une tenue plus anglaise, vous voyez un jeune garçon qui, porte une culotte de peau, donc culotte plutôt longue. Le gilet, comme sur les gravures de tout à l'heure, est droit, là, vous voyez que l aussi la mode anglaise, rappelle beaucoup la mode française ou inversement d'ailleurs et puis il porte un habit, de chasse qui est bleu, donc dans des couleurs beaucoup plus, ternes que la les couleurs portées par les Français. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques qu'il faut garder en mémoire, c'est que en fait, le français va vivre majoritairement en ville la plupart du temps et va aller très rarement à la campagne, alors que justement l'anglais, lui, c'est le gentleman farmer, donc en fait, il va vivre plutôt à la campagne la plupart du temps et il n'ira en ville que, lors des festivités et puis, d'occasions, sociales, assez particulières telles que par exemple la saison des bals à Basse ou ce genre de choses. Passé la Révolution, on a 2 formes d'habits qui coexistent de plus en plus, si ce n'est que la forme d'habit à droite va vraiment devenir la plus à la mode et celle de gauche va de plus en plus disparaître. Alors, on retrouve quand même les mêmes caractéristiques, hein, vous voyez avec ces manches très cintrées, ces rayures, le grand col. Mais par contre, vous voyez qu'à gauche, donc on a vraiment un devant qui est ouvert, de manière, assez arrondie, alors qu'à droite, on a un double boutonnage qu'on a vraiment une veste croisée sur la poitrine qui va permettre en fait d'avoir un revers de col qui va être retombant et vous voyez là aussi sur l'image de droite que, la veste en fait sur le devant est en train de s'ouvrir de plus en plus et ça va être de plus en plus à la mode parce qu'en fait ça va permettre comme ici à droite de jouer avec les superpositions. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de rayures donc verticales par exemple sur l'habit avec des rayures comme ici à droite, horizontales sur le gilet et donc ça permet aussi de montrer le bas du gilet, ce qui est quand même assez classieux et de très, très cintrer l'habit, la veste. Vous avez aussi les cols, en fait, les revers de col entre celui du gilet et celui de l'habit qui vont pouvoir, en fait, se superposer et ça va être très, très, très esthétique, beaucoup plus joli en quelque sorte que, donc là, bon, bien sûr, c'est une histoire de goût, que ce qui pouvait exister avant. Donc on a vraiment un grand changement de la mode, même s'il n'est pas arrivé du jour au lendemain, il s'impose de plus en plus et on va de plus en plus vers le type de mode, les habits dégagés comme ici vous avez à droite, donc très ouverts, et en bas sous la taille et puis, aussi au niveau du col. Donc en voilà plus, ici on retrouve l'habit que je veux vous montrer et voici une version du LACMA si ma mémoire est bonne, donc où on voit que contrairement à celle de gauche où l'ouverture est très arrondie, vous allez commencer aussi à avoir des ouvertures, très carrées. Donc comme ici à droite,
c'est-à-dire qu'on voit vraiment le bas du gilet, très, très ouverte au niveau de sa cette veste. Là, vous avez l'arrière, donc on retrouve toutes les caractéristiques qu'on pouvait avoir, la décennie précédente, donc avec ces basques, qui retombent et quand même relativement droites. On voit aussi quelque chose qui commence à arriver, mais c'est très, très subtil au début, c'est que en fait, les épaules commencent à s'élargir très légèrement, mais c'est très, 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 peu au début et en fait, ça va aller de plus en plus, cette histoire d'épaules qui s'élargissent parce qu'il faut pas oublier que nos ancêtres au 18e, on le voit d'ailleurs sur le tableau à gauche, quand ils se tiennent debout, ils se tiennent pas comme nous aujourd'hui avec les épaules tombantes, ils se tiennent avec les épaules en arrière et ça, c'est très, très important, ça fait bomber le torse et ça, c'est vraiment une façon de se tenir qui est purement 18e et qu'on va encore retrouver au 19e pendant le Premier Empire et qui va disparaître ensuite. Donc une fois que toutes les personnes qui étaient nées au 18e en fait seront mortes globalement, la mode va être aux épaules plus tombantes et aux pores plus classiques, comme ceux qu'on trouve aujourd'hui, quand on croise quelqu'un. Donc c'est ça la grosse difficulté d'ailleurs, cette histoire d'épaule. Quand on reconstitue les modes de l'époque, c'est pas simple à faire et souvent il y a des gens qui font l'impasse sur cette façon de se tenir et c'est franchement dommage parce que pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence entre un costume réussi et un costume, bon, qui peut être très beau mais si la coupe, même si la coupe est bonne globalement, si la personne se tient mal dedans, ça fera que le costume globalement sera raté malheureusement. À cette même époque, en Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez qu'en fait, on a aussi exactement le même type de mode, si ce n'est qu'on est sur des modes, là encore, beaucoup plus sobres avec des couleurs, du noir, du marron, du gris, du vert. Enfin, on n'est vraiment pas, sur les mêmes couleurs qu'il peut y avoir, donc du côté des Français. Même si, par exemple, ici, vous avez un habit de cour, que vous pouvez voir qui est justement très flashy, lui, pour autant. Donc il y a vraiment chez les Anglais cette distinction entre l'habit qu'ils vont porter tous les jours, donc comme ici à gauche, donc qui est vraiment plus proche de l'habit de chasse et qui est un habit confortable, qui va justement se distinguer de l'habit de cour, qui est vraiment plutôt un habit protocolaire et qui est très, très, très inspiré de l'habit qui était porté au XVIIIe siècle. En France, on n'a plus de cour, donc cet habit-là, il est plus vraiment porté, celui de droite, si ce n'est par les personnes justement vraiment des positions politiques, royalistes ou par des vieilles personnes qui ne veulent pas, utiliser enfin porter les nouvelles modes. Mais c'est vrai que globalement, l'habit comme à droite a tendance à vraiment en France à plus trop, trop exister, mais on en trouve donc encore, dans les différentes cours d'Europe, très clairement. Arrive une autre mode, donc qui est celle des incroyables. Comme vous pouvez voir ici, ce sont des personnes qui sont habillées de manière très, très, très colorée avec des revers, énormes, qui se tiennent d'ailleurs très bizarrement parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont bossus ou qu'il leur manque un bras ou ce genre de choses et c'est totalement la mode des incroyables. Tout le monde n'était pas incroyable du tout à l'époque. C'était même plutôt mal vu par la plupart des gens d'être un incroyable ou une merveilleuse si on était le pendant féminin. Il faut savoir qu'en fait, les incroyables, si je dois vous donner un exemple de ce qu'ils étaient à l'époque, ce serait un petit peu comme si, en fait, vous preniez, des hooligans et voilà, vous avez l'équivalent moderne, en fait, des incroyables. Donc des hooligans, des skinheads, potentiellement et puis, des punks, en fait. Donc vous voyez qu'on est quand même pas sur le genre de tenue vestimentaire que tout le monde va porter à l'époque, loin de là. Il y a vraiment une connotation politique, donc la plupart du temps, ce sont des royalistes, des fervents royalistes qui vont porter ce genre de tenue et si je sont justement très, très colorés. Faut pas se tromper, ils portent aussi, en fait, le gros bâton que vous pouvez voir sur l'image, ça sert à casser des crânes, parce qu'en fait, ils sont très, très violents et clairement, si jamais ils croisent un quelqu'un qui politiquement est sur le bord, opposé au leur, qui vont aller, leur casser la figure, en fait. Mais ces modes, en fait, d'incroyables, et de merveilleuses, donc vont perdurer, pas très longtemps, 2 années à grand maximum et par contre, il y a énormément de caricatures qui existent, on les retrouve assez souvent parce que c'est vraiment une mode qui a fasciné même à l'époque et après parce que c'est vraiment une mode assez incroyable, bah, comme son nom l'indique.
Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de gros revers, on a donc des culottes quand même beaucoup plus longues que vous les aviez, dans la décennie précédente. On retrouve encore et toujours ces gros bâtons, ça c'est important. Donc vous voyez que là, la culotte, elle remonte, quasiment jusque sous la poitrine. Donc ce sont des gravures, pour se moquer un petit peu des Incroyables et des Merveilleuses, mais que très clairement, ils étaient très étrangement fagotés, ça c'est sûr. Et donc là, vous avez justement 2 exemples. À gauche donc d'un gentilhomme, sans doute un bourgeois de l'époque, et à droite, d'un homme qui est plutôt habillé, en incroyable. Donc vraiment avec des couleurs, beaucoup de superposition de tissus. Vous avez la cravate qui remonte très, très haut parce qu'en fait, ils font croire qu'ils ont un goitre, et puis surtout, encore et toujours, vous avez ce fameux bâton. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que les souliers, vous voyez qu'en fait, commencent à être un peu plus, classiques, par rapport à notre goût moderne. C'est-à-dire que le soulier à boucle, petit à petit, est en train de disparaître et plutôt au profit des souliers comme ici à droite. Donc ils vont peut-être des fois conserver des boucles, mais beaucoup plus petites que ce qu'il y avait à la décennie précédente. Donc voilà, on retrouve encore cet habit ouvert, donc l'habit, qui est coupé, horizontalement pour justement bien montrer le gilet qui est dessous, qui est d'une couleur complètement contrastante. Donc d'autres images de ces incroyables, par exemple ici, donc vous voyez, leurs vestes sont vraiment très, très, grandes avec des revers énormes, ce qui donne l'impression d'avoir un buste très, très large, en fait. Et vous voyez la superposition de gilets, donc là, il a un gilet rouge et puis par-dessus, il a un gilet jaune et par-dessus, il a une veste. Donc on a vraiment une superposition de couches, et cette superposition-là, on va pas mal la retrouver encore plus tard sous l'Empire, donc c'est pour ça aussi que j'en parle, même si Les Incroyables, ça a été très peu porté par très peu de gens, en fait, à l'époque, ça va quand même marquer durablement l'histoire de la mode, et il va y avoir des conséquences, en fait, à ce genre de mode. Là, vous avez donc, Monsieur Ceriza, donc ouais, il est très, très classe, donc il revient de la chasse. Là, vous avez encore d'autres tenues, donc qui vous montrent un petit peu ce que les hommes, à l'époque, qui avaient quand même un minimum de moyens, pouvaient porter. Donc on retrouve cette culotte un peu longue, donc qui arrive sous le genou, ou un pantalon carrément. Donc vous voyez ici, ce sont des pantalons, des culottes en peau. On retrouve en fait cette veste, qui est coupée, sur l'avant, ce gilet qui est coupé très droit, ces histoires de revers en fait, de gilet qui viennent à droite, donc se poser au-dessus du revers de la veste. Donc on retrouve globalement un petit peu les caractéristiques des années précédentes, si ce n'est que la mode a tendance quand même à devenir de plus en plus sobre. On va se rapprocher de plus en plus de ce que peuvent porter justement les Anglais. Arrive ensuite le consulat, et donc là, en fait, on va reprendre les choses des modes précédentes, mais par contre, ça va être beaucoup moins «folklorique» entre guillemets, c'est-à-dire avec, assez démesuré, avec des couleurs trop flashy et puis des pièces de costumes, dans tous les sens et cetera. On va revenir sur des choses un peu plus standards. Vous voyez que par contre, on reste quand même sur des choses qui sont très proches de ce qu'on a vu avant. On a donc la culotte qui arrive sous le genou, donc qui est quand même plutôt longue. On a ce gilet, avec la coupe droite, au niveau de la taille, donc qui est toujours plutôt coloré, donc qui est toujours croisé. Et ici, vous voyez que le monsieur porte, une veste, en fait, par-dessus. Donc vous voyez qu'on est sur des vêtements beaucoup plus sobres que ce qu'il y a eu avant, même si on peut garder un petit peu de fantaisie, un peu de couleur. Par contre, il y a une autre mode qui émerge et qui va plutôt s'imposer, c'est justement celle que vous pouvez voir à droite. Donc en fait, vous voyez qu'il a un habit dégagé et un pantalon à la hussard. Donc en fait, le côté pantalon, l'habit dégagé, donc qui va donner à terme la queue de pie qu'on va retrouver à travers tout le 19e siècle quasiment. Donc et vous voyez qu'au niveau des couleurs, on est sur des couleurs très «anglaises» entre guillemets, donc on est sur du bleu assez sombre, on va retrouver beaucoup de noir, beaucoup de marron, beaucoup de vert, très, très sombre, donc c'est pour ça que globalement les modes masculines avaient très, très colorées vivent leurs dernières heures. Ça va commencer en fait sous l'Empire à être plutôt connoté négativement, parce qu'en fait on est vraiment sous le règne de la bourgeoisie, et donc les bourgeois travaillent, ils ont pas de temps, à perdre en fait, en pensant frivolité, en pensant mode. Et donc en fait, il faut toujours, d'ailleurs, on les voit toujours très occupés sur toutes les gravures, et donc ils vont avoir des mises de plus en plus sobres pour, paraître de plus en plus sérieux, et pour laisser justement tout le côté frivole de la mode aux femmes. Alors là, je mets plein de guillemets à ce que je viens de dire, bien entendu. Je vous ai dit tout à l'heure que les gravures de mode sont vraiment des outils de propagande. Ça, c'est un fait. Et donc en fait, c'est vraiment une façon aussi justement de commencer
à bien marquer les genres. C'est-à-dire que, la femme et l'homme sont très, très différents et vont de moins en moins, à partir de l'Empire, se fréquenter sur les gravures. Ils vont vraiment avoir des caractéristiques qui vont être propres, ce qui n'était pas le cas avant. Avant justement, je vous dis, les couleurs, il y avait pas de genre par rapport aux couleurs. Tout le monde pouvait s'habiller de manière très colorée, quel que soit son âge, quel que soit son poids, quelle que soit sa taille. Il y avait pas du tout de normalité en fait, enfin de normes, qui existaient au 18e et vraiment là, sous le Consulat, on commence à avoir, une norme, des espèces d'injonctions en fait pour les hommes à être sérieux, et surtout à être bien habillés, mais par contre de manière pas trop, trop voyante. On est ensuite sous l'Empire et là, vous voyez, sous l'Empire, en fait, on va retrouver ces habits dégagés, donc soit avec, une culotte, longue comme ici sur cette gravure, donc on a de plus en plus de bottes aussi, sur les gravures, sur les tableaux et cetera, chose qui était complètement impensable avant. C'est-à-dire qu'en fait, les bottes avant, c'était au XVIIIe siècle, c'était pour, chevaucher et jamais, jamais pour paraître en société et effectivement, en France, en fait, on va commencer à accepter que, un homme, en fait, puisse porter, des bottes, même si, bien entendu, il ne va pas venir à un bal avec des bottes. Ça serait vraiment un sauvage de faire ça. Mais donc vous retrouvez ces habits ouverts, ces habits dégagés, donc qui tombent, en fait, de manière horizontale au niveau de la taille, qui laissent voir généralement le bas du gilet avec des bijoux, et ça je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc ils sont assez réduits ces bijoux sous l'Empire. On va retrouver donc par contre le gilet, on va retrouver la veste, donc qui est le justement la forme évoluée de l'habit, et donc vous allez retrouver aussi pas mal d'accessoires parce que cette mode-là est, là encore, une mode qui existe, qui est caractérisée par la présence, de beaucoup d'accessoires. Ici, vous avez une autre, gravure de mode. Donc vous avez l'habit redingote. Donc vous voyez que petit à petit, le terme habit commence à disparaître. On va passer sur le terme de redingote, plutôt. Donc sachant que la redingote, c'est vraiment une pièce de costume qui est plutôt anglaise à l'origine parce que redingote vient de riding coat, donc le manteau qu'on va mettre pour aller chevaucher. Il était déjà porté déjà depuis pas mal de décennies, mais par contre, c'est vrai qu'il s'impose vraiment à la ville, donc il est directement porté, en fait, au-dessus du gilet. Là où justement avant, on aurait évité de paraître en ville, en fait, simplement vêtu d'une redingote. Donc et vous avez aussi le pantalon à guêtres ici, donc vous voyez que le pantalon va aussi avoir tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup s'imposer. Par contre, on retrouve toutes les caractéristiques qu'on avait avant, c'est-à-dire vraiment les souliers, potentiellement les bas, vous allez avoir, donc le pantalon, la culotte, donc on peut imaginer que le pantalon est un peu le cousin de la culotte. On va retrouver, le gilet, on va retrouver donc, l'habit ou la veste ou la redingote, on va retrouver la cravate. Par contre, vous voyez qu'on n'a plus de, comment dire? De perruque, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va laisser, plutôt aux femmes et quand un homme va porter une perruque, il faut qu'elle soit la moins voyante possible, même si, il a quand même les cheveux quand même très, très soignés parce que c'est voilà, sous l'Empire, c'est important de paraître vraiment à son avantage et de suivre les modes en termes capillaires, mais là encore, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo. Et puis on a bien entendu toujours le chapeau, même si globalement, petit à petit, tout ce qui est tricorne, bicorne vont laisser la place à ce genre de chapeaux qui vont devenir en fait les chapeaux haute forme, donc comme vous pouvez voir donc sur la gravure de droite. Dans la ville toujours, en fait, plus on va avancer dans le temps et plus l'habit masculin va être sobre. Si jamais on a des couleurs claires, ça va être, limité à des parties de vêtements et puis ça va être limité à des moments dans la journée. C'est-à-dire que souvent, en matinée, on va s'habiller de manière très claire. Par contre, en après-midi et en soirée, plus la journée va avancer et plus on va avoir tendance à s'habiller de manière sombre. Et donc ce qui est assez amusant, donc vous voyez qu'on n'est plus du tout sur les couleurs, flashy qu'on pouvait avoir aux décennies précédentes, même si on retrouve globalement les formes, qui ont évolué. Donc on retrouve là les grands cols en fait, et la fermeture croisée. On est encore sur des habits ouverts, donc vous voyez encore les basques en fait à l'arrière qui sont réduites à une espèce de petite queue et on a vraiment la naissance de la queue de pie. Vous allez avoir donc, les manches qui vont par contre au niveau de l'emmanchure qui vont devenir, un peu froncées donc pour donner un petit peu de volume. On aime de plus en plus, donc là on est après l'Empire, hein, on n'est pas longtemps après, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qui pouvait correspondre au canon de beauté. Plus ça va avancer, plus on va aimer à ce que l'homme ait le torse bien large et à gauche d'ailleurs, vous voyez que donc il a, un pantalon à une seule couture et surtout un habit façon américaine
qui n'est pas sans rappeler en fait, l'habit qu'on va retrouver à travers tout le 19e siècle, donc la fameuse queue de pie avec le pantalon noir et puis le gilet, et puis la cravate et justement ce fameux chapeau, donc chapeau haute forme. Donc on est vraiment déjà sous l'Empire, même si là on est quelques années après, déjà sous l'Empire, on a ces 1 graines qui ont commencé à germer et qui vont rester pendant tout le reste du siècle et même au-delà, si ce n'est que la forme toujours va changer au fil du temps. Ensuite, pour rester sous l'Empire, donc vous avez les gilets donc qui continuent à exister, mais vous voyez qu'on va passer de cette forme de gilet à cette forme de gilet. Donc en fait, quand il y a des basques, en bas du gilet, elles vont être de plus en plus réduites quand elles existent encore. La plupart du temps, vous avez des gilets en fait droits, mais vous avez encore quelques petites basques qui coexistent. Mais vous avez surtout, donc vous voyez sur le gilet, ce grand col donc qui continue à exister. Là, on est vraiment sur l'image de droite, sur un gilet purement, typiquement empire, même s'il a énormément de choses qui rappellent en fait le 18e siècle et l'Ancien Régime. Donc là, on est vraiment sur un habit, de cour, masculin. Donc vous voyez que on est quand même resté sur, les pièces du 18e, les pièces de l'Ancien Régime, mais qu'on a complètement en fait, refaçonné pour, correspondre à la mode de l'époque. Ici, vous avez donc, un habit, qui était sous Louis XVI, donc fin Louis XVI et ici, à droite, vous avez la même version sous l'Empire. Donc là, on est sur de l'habit de cour, bien entendu. On est sur des choses très, très riches et vous voyez que globalement, les matières restent les mêmes pour les habits de cour. Par contre, les broderies vont plutôt passer vers des broderies métallisées alors qu'à gauche, vous avez vraiment de la broderie au fil de soie. Donc en fait, on va plutôt abandonner les couleurs pour partir sur des choses plutôt métallisées. Ça, c'est vraiment une règle qui est pas non plus immuable, hein. Vous pouvez avoir des cas particuliers de broderie au fil, bien entendu, sous l'Empire. Mais c'est vrai que le goût, il est plutôt sur les broderies, métallisées parce qu'en fait, on est vraiment sur une époque qui est extrêmement militaire et l'uniforme, est très brodé avec beaucoup, beaucoup de choses métallisées. Donc en fait, l'idée, c'est de rappeler un petit peu à la cour aussi, cet aspect, militaire en fait de la vie, civile sous l'Empire. Et enfin, on va arriver donc en 1815 à la Restauration et en fait, vous voyez qu'à la Restauration, l'habit continue à s'ouvrir, donc on est en plus sur des pantalons qui vont devenir relativement larges au niveau des hanches, et donc en fait, on est vraiment sur, une silhouette en sablier qui va correspondre en fait à la silhouette féminine aussi. Donc on a vraiment un canon de beauté avec des épaules très larges, une taille très, très fine. D'ailleurs, on va avoir beaucoup d'hommes qui vont se remettre à porter le corset. Et puis des hanches plutôt larges, donc comme je vous disais, pour vraiment rappeler, d'ailleurs les canons de beauté féminins. Donc ça vraiment c'est, vous voyez que l'habit empire évolue encore et de toute façon il va jamais cesser d'évoluer. Il va jamais cesser d'être porté du jour au lendemain. Ça va toujours être une lente, transformation au fil des modes et au fil des années. Là, vous avez encore d'autres, vêtements. Donc vous avez une redingote, de castorine, bordée d'un galon de soie, pantalon de cuir de laine, avec un gilet de casimir. Donc, vous voyez qu'on retrouve un petit peu toutes les pièces qu'on a vues avant. Par contre, on est sur des modes vraiment qui commencent à laisser présager les modes qu'on va porter sur les décennies suivantes. Donc ça fait très «victorien» entre guillemets, je trouve d'ailleurs ce look. Ici, vous avez un type de veste qui va être vraiment énormément porté sous la Restauration. Donc vous voyez qu'en fait, ce sont des vestes à basques, et ça va être vraiment une autre évolution qu'on va commencer à retrouver de plus en plus. Ça va naître sous le Premier Empire, mais ça va être vraiment, caractéristique, de la Restauration. Voilà pour les évolutions que vous pourriez avoir, à noter, sur les différentes, modes qui vont aboutir à la mode empire. Si jamais vous regardez cette vidéo après le mois de janvier 2022, moi j'aurais tendance à vous conseiller de télécharger My Costume en fait, qui sera une application que je suis en train de coder et qui permettra justement, en quelques clics, de retrouver les informations importantes pour, bien vous y retrouver sur une période ou une année ou une décennie précise. Sur ce, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à laisser un pouce, vers le haut si possible, je préfère j'avoue, à liker, à partager, à en parler à vos amis. Moi, ça me fait toujours plaisir en fait, d'avoir des commentaires sympathiques, donc n'hésitez pas si jamais, il y a des points que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines, vidéos en ligne. Il faut savoir d'ailleurs que la prochaine fois, je vous parle en fait des différentes pièces qui constituent l'habillement sous l'Empire, donc on va voir vraiment dans le détail qu'est-ce qu'il faut avoir ou pas, pour, être habillé, en civil pour faire de l'empire. Sur ce, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.